Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, sur 57 États membres, plus de la moitié sont africains. Pour beaucoup, c'est un fait, l'avenir de la francophonie est en Afrique. Immersion dans cette institution à plus d'un mois de l'élection du successeur de son secrétaire général Abdou Diouf. Dans une semaine, la Tunisie tournera définitivement une page de son histoire avec les élections législatives. Zoom sur la place occupée par les femmes dans le scrutin. Elles représentent 12% des candidates. Et puis nous partirons à la découverte du village des arts et métiers d'Abuja au Nigeria. Plus que la promotion de la culture et l'artisanat traditionnel, le lieu est un véritable vestige des beaux-arts nigérians. Mais d'abord, ramener le calme dans Bangui, c'est la mission initiée par le président Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise en Centrafrique. Ce samedi, le chef de la mission de l'ONU en Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, et le ministre congolais des Affaires étrangères se sont rendus dans la capitale centrafricaine. Après s'être entretenus avec les autorités de transition, puis les groupes armés, les médiateurs ont annoncé que la sécurisation de Bangui leur semblait prioritaire. Un véritable défi, comme l'analyse le président de l'Institut international de gestion des conflits, Kag Sanoussi. Beaucoup de gouvernances en Centrafrique se sont faites sur une base, je dirais, quasiment clanique. Et donc la gestion du pouvoir qui est clanique fait que quand vous gérez avec une partie de la population, cela veut dire automatiquement que l'autre partie se sent négligée. Ça, c'est des raisons endogènes. Et cette partie qui se sent négligée peut s'exprimer de X manières. Et certains s'expriment le fait que, soit c'est du communautarisme, certains le prennent sous l'angle religieux, d'autres sous l'angle ethnique, et tout ça a créé un format de situation complexe. Nous avons aussi des raisons exogènes que nous connaissons parce que le Centrafrique est un pays riche, immensement riche, et parce qu'elle est riche, le pays, sa Centrafrique est riche, donc ça suscite beaucoup de convoitises. Et nous pensons aujourd'hui qu'avant d'aller aux élections, il est important de revoir tous ces problèmes. La malgouvernance, les problèmes de communauté, les problèmes religieux qui se posent dans ce pays, il faut prendre le temps de les régler. Dans un peu plus d'un mois, l'Organisation internationale de la francophonie élira son prochain secrétaire général. Plus qu'un ensemble de personnes et des pays ayant la langue française en partage, la francophonie désigne aujourd'hui un dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones du monde entier. En Afrique, 30 pays sont membres à part entière de l'institution, une donnée non négligeable, comme nous l'explique Ibra Radinjaï. Sénégal, Canada, Belgique, Haïti, le Laos ou encore la Nouvelle-Calédonie. Ils sont au total 77 pays membres ou observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et on les retrouve partout sur les 5 continents. 57 États et gouvernements membres à part entière, 20 États observateurs et 3 États associés. 30 pays africains sont membres à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est dire la place du continent au sein de l'institution francophone. La francophonie, comme je vous l'ai dit, est un partage beaucoup plus africain aujourd'hui qu'européen. Parce qu'il y a plus de pays africains francophones que de pays européens, à part la France, la Belgique. On n'avait pas de pays francophones. Bien entendu, il y a le Canada, qui est un pays francophone, partie du Canada. Donc la francophonie, c'est beaucoup plus africain qu'autre chose. Donc le français est une langue de partage, aujourd'hui qui n'appartient plus aux Français, parce qu'il y a plus d'Africains qui parlent français que de Français qui parlent français. D'une organisation à caractère culturel, la francophonie est allée au fil des années bien au-delà de ses prérogatives pour certains. Mais pour ses détracteurs, les influences de la francophonie dans le monde sont minimes. La francophonie a pour objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Un objectif qui est loin d'être atteint aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait changer de paradigme. Il faut que la francophonie ne soit pas simplement un lien linguistique et culturel. Il faut que cette francophonie économique devienne une réalité. Il faut que cette coopération entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud devienne une réalité et que non seulement avec les grandes entreprises, mais il faudrait qu'il y ait une approche qui soit appliquée au niveau de la base. Donc le secteur économique local est un aspect extrêmement important à développer dans l'espace francophone, mais également il y a cette fluidité de transport des biens et services entre les pays francophones qui peut aussi favoriser le développement économique des pays francophones. L'élection du secrétaire général de la francophonie aura lieu à Dakar du 29 au 30 novembre prochain, lors du 15e sommet de l'organisation, un sommet dont le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement »
est plus que jamais d'actualité. L'échéance se rapproche pour la Tunisie qui renouvellera son Parlement le 26 octobre. Plus de 13 000 candidats font campagne pour pouvoir siéger comme députés. Et cette élection est également l'occasion de se pencher sur la place des femmes dans la société près de 4 ans après la révolution du jasmin. Alan Faro. Ils sont 13 337 candidats, seulement 217 obtiendront un siège de député dimanche 26 octobre. La Tunisie renouvelle son Parlement 10 mois après l'adoption de sa constitution. Plusieurs enjeux s'imposent pour ce scrutin, la sécurité et la lutte contre le fléau du terrorisme. La situation socio-économique interpelle aussi les Tunisiens. Il y a des ressources aujourd'hui en Tunisie. Contrairement au choix de certains qui ont été faits d'aller chercher de la dette, aujourd'hui, on a par exemple au niveau de l'évasion fiscale, ça correspond à entre 10 à 20% du budget de l'État. Donc si vous mettez un plan pour récupérer, ne serait-ce que sur la base, sur cette marge d'évasion fiscale, vous récupérez quasiment un point de croissance. Et donc c'est du 15 000 emplois à créer uniquement en ressources internes. Des ressources féminines en majorité, la démographie tunisienne bascule du côté des électrices, désormais plus nombreuses que les électeurs. Mais dans ce pays bastion du droit des femmes en Afrique du Nord, les candidates aux élections ne sont que 12% à être tête de liste. Aujourd'hui, la féminisation des cadres politiques et en même temps associatifs, parce que c'est aussi le cas dans les associations où il y a une majorité de femmes présentes sur le terrain, fait que c'est celles qui maintiennent le cap par rapport aux vrais objectifs à réaliser aujourd'hui. C'est celles qui sont en train de sauver le pays, qui sont en train de travailler. Mais en même temps, c'est celles qui sont discriminées et qui sont écartées et exclues. 4 ans après la révolution du jasmin qui conduisit à la chute du président Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie se prépare à une autre élection capitale, celle du président de la République. 27 candidatures ont été retenues pour le vote du 23 novembre. C'est la capitale burkinabé, Ouagadougou, qui a été choisie pour célébrer le 20e anniversaire de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle regroupe 8 États membres de la sous-région ayant adopté le franc CFA, ce qui représente un espace de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés peuplé de 100 millions d'habitants. L'Union a su au fil des années adopter des politiques communes en matière agricole, industrielle, minière, énergétique ou encore environnementale. Écoutons l'analyse d'Alafé Ouakili, directeur de l'Intelligent d'Abidjan. L'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, est l'institution sous-régionale africaine la plus aboutie de mon point de vue en termes d'intégration, en termes de monnaie unique, en termes d'ouverture des frontières, en termes d'économie qui tendent à s'imbriquer et en termes de libre circulation des biens et des personnes. Il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'opportunités. Et à la suite de l'expérience ivoiro-burkinabé avec des conseils de gouvernement communs, il est possible que cette initiative s'étende entre le Sénégal, le Mali, entre la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo et d'autres pays autour. Et c'est un voyage à travers les beaux-arts d'inspiration africaine que nous vous proposons. Le village des arts et métiers d'Abuja est l'un des endroits où le visiteur peut observer et acheter quelques symboles de la culture nigériane. Un endroit qui cependant n'a pas encore la renommée internationale escomptée. Découverte de ce lieu avec notre correspondante à Folake Ilnoye, commentaire d'Ibra Rajinjai. Le village des arts et métiers d'Abuja est l'un des endroits où le visiteur peut admirer et acheter quelques symboles de la culture nigériane. Statuettes, sculptées, colliers et bracelets de perles, masques africains traditionnels, sacs en cuir, ici le regard est sans cesse attiré par des œuvres artistiques, les unes plus originales que les autres. Le village des arts et métiers d'Abuja est un centre de promotion et d'exposition de l'art créatif nigérian. En venant ici pour la première fois, j'ai vraiment été surpris. Je pouvais voir en un seul endroit toute la diversité et la vie d'Abuja. Vous pouvez voir les talents. Rien n'est copié ici, tout est original. Vous pourriez effectivement les voir faire ces travaux à partir de zéro et il s'avère très beau. Un lieu qui doit être encouragé. Avec cet endroit, nous sommes capables de montrer notre patrimoine culturel au Nigeria. L'activité principale est la valorisation d'une nouvelle génération d'art à travers la créativité et l'échange culturel des artistes. Un centre d'art afrocentrique au service de la création artistique contemporaine. Malgré ses atouts, le village des arts et métiers d'Abuja est toujours en quête d'une renommée internationale.
Pour ce qui est des arts et de l'artisanat, nous avons un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Je connais les pays qui ont promu et encouragé les arts et l'artisanat. Ils en ont eu des revenus élevés pour parler du Kenya. Donc, pour l'instant, au Nigeria, le travail n'est pas assez rentable car il n'y a pas un environnement favorable. Les fonds destinés n'ont pas été injectés. Nous avons des promesses et nous espérons que le gouvernement va les réaliser un jour. Nous essayons de nous garder dans l'entreprise parce que nous savons qu'il y a le potentiel. Repère de la créativité nigériane et réceptacle du potentiel artistique, ce lieu présente le potentiel de l'art nigérian. Mais le village des arts et métiers d'Abuja a vocation à promouvoir l'art nigérian à l'étranger, un défi urgent à relever. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.